Avalonia est le dernier classique Disney en date, c'est-à-dire qu'il a, pour la compagnie de Mickey, le même statut que le Roi Lion, Blanche-Neige, la Petite Sirène, Cusco ou la Ferme se rebelle. Attends, pas sûr que ce soit le meilleur exemple ça. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on n'est pas devant un petit direct tout plateforme que Disney peut facilement ranger sous le tapis, il fait désormais partie de l'histoire de la compagnie. Et pourtant, au vu de leur communication, on a du mal à y croire. D'ailleurs, vous saviez seulement qu'il était déjà sorti ? Est-ce que vous en aviez entendu parler ? Je suis assez curieux d'avoir vos retours dans les commentaires. Du coup, avant de revenir dessus en tant que tel, j'essaie de comprendre pourquoi Disney avait traité le film de cette façon. En salle, parce que oui, amis français, à part chez vous, il est sorti en salle à peu près partout, le film s'est méchamment planté. Rapportant moins de 20 millions après son premier week-end d'exploitation, pour une production à 180 millions sortie en plein Thanksgiving, ça pique un peu. Et selon les dernières estimations, le film aurait engrangé à peine plus de 70 millions dans le monde. Donc ouais, on est sur un gros flop. L'un des pires pour un classique depuis La Planète au Trésor. Mais en même temps, on peut pas dire que Disney avait donné toutes ses chances à ce Strange World. Avec une campagne marketing très discrète, seulement quelques trailers pas franchement excitants, du bordel en interne avec les changements de direction, Bob Iger remplaçant Bob Chapek il y a seulement quelques mois, mais surtout un backlash venant entre autres de la droite américaine à cause de son héros, un peu trop arc-en-ciel à leur goût. Avant même de voir son utilisation dans le film, simplement après l'annonce de Disney que le nouveau personnage serait un adolescent homosexuel, des voix se sont élevées appelant les parents à ne pas emmener leurs enfants voir Strange World, puisqu'apparemment, rien que le fait de voir un personnage gay allait leur faire remettre en question toute leur sexualité, et ça, c'est hors de question. Après, faut pas trop s'en étonner. Lightyear, donc le film sur Buzz l'éclair qui est sorti l'année passée, avait subi le même traitement. Tout ça pour un pauvre smack facilement coupable au montage, histoire de quand même pouvoir vendre le film en Chine et dans d'autres pays homophobes. Et Lightyear s'est planté aussi. Est-ce qu'il faut y voir un lien ? Ici, c'est compliqué de savoir pourquoi Disney a volontairement saboté son film. Est-ce que c'est histoire de ne pas fâcher une grande partie de son audience, déjà outrée par les penchants woke de la compagnie, qui risque déjà de bien gueuler dans quelques mois ? Ou parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du résultat final, ou encore comme au début des années 2000, parce qu'ils ne savent pas comment vendre un film de science-fiction/aventure comme, on en parlait, La Planète au Trésor ou Atlantide, eux aussi fameux bid à l'époque. Ou alors, est-ce que ce serait encore plus cynique, et que ce serait pour prouver au public et à leurs actionnaires que les créations originales ça ramène plus personne en salle, et que ce qu'il faut du coup, c'est encore plus de remake live. No, God! Mais avec tout ça, qu'est-ce que ça raconte et surtout, qu'est-ce que ça vaut à Avalonia ? L'histoire est plutôt simple, on va suivre la famille Clade, d'abord le père, Yeager, et son fils Searcher, ouais il a appelé son fils Searcher, des explorateurs qui tentent de passer derrière des montagnes qui ont toujours été infranchissables. Mais le fils trouve une plante qui va pouvoir fournir de l'énergie renouvelable à toute la ville, et il choisit de rentrer, alors que son père, obsédé par son envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté, s'obstine et ne reviendra jamais. Enfin, jamais. Vous avez déjà vu des histoires qui commencent comme ça, hein. 25 ans plus tard, Searcher est devenu fermier, et il s'appelle toujours Searcher et pas Farmer. Et c'est un véritable héros local puisque sa découverte, le pando, a permis à la ville de survivre et prospérer. Il a une femme, un fils, Ethan, le fameux ado craint par la bien-pensance américaine, et un chien à 3 pattes parce que j'imagine que les animaux avec un membre en moins ont aussi besoin de représentation dans les médias. Tout se passe bien jusqu'à ce que le pando perde en puissance, les mettant tous en péril. Ils vont donc partir en expédition au centre de la Terre pour tenter de régler le problème et sauver tout le monde. Je vais être honnête avec vous, ça commençait très mal. Dès la scène d'introduction, c'était assez clair, on était face à une bande de personnages tous plus oubliables les uns que les autres, et le déroulement de l'intrigue semblait archi prévisible. Entre le fils qui n'est pas censé partir en expédition avec eux, mais qu'on retrouve quand même dans le vaisseau, jusqu'au père, ou du coup au grand-père, qui est toujours en vie après 25 ans. Tout semble suivre un chemin très tracé et plutôt bien chiant. Mais au fur et à mesure, sans trop comprendre pourquoi ni comment, j'ai été séduit par la dynamique familiale, l'originalité du monde et quelques surprises que nous réserve la dernière partie. J'ai par exemple trouvé assez malin la révélation sur leur monde, sur ce qui se trouve réellement derrière les montagnes, ses implications et surtout le message que ça renvoie aux spectateurs. Bon oui, on est sur un message écologique très très basique, mais néanmoins, ça peut être une jolie façon de le transmettre aux plus jeunes. Ah, et pour revenir sur la polémique, et c'est en ça que je trouve les réactions négatives totalement absurdes, c'est que l'homosexualité d'Ethan n'est jamais un sujet, ne pèse jamais sur l'intrigue, ne crée aucune friction avec sa famille, rien. Il n'y a d'ailleurs jamais rien de physique entre eux. Ils se croisent 2 fois, il n'y a pas de bisous, que dalle. Il a un crush sur un pote à lui, et ça s'arrête là.
Son père est super lourd mais content pour lui, comme tout parent essayant de bien faire, et même Jagger, le grand-père, pourtant archétype macho, ne réagit pas quand il lui dit et lui donne même des conseils bienveillants. Mais apparemment, ça c'est suffisant pour corrompre l'esprit de millions d'enfants. Mais par contre, cet été, ils ont tous regardé Dahmer, ça c'était pas un problème. Parce que comme on le sait, aux USA, parfois pour certaines familles, il vaut mieux être un tueur de masse qu'un homosexuel. J'ai moi-même été étonné que le grand-père ne s'oppose pas un minimum à ça. Ni à tout le reste en fait. Quand il a débarqué, je voyais arriver gros comme une maison, qu'il allait être content de les retrouver, mais qu'il allait se retourner contre eux rapidement pour devenir l'antagoniste. Mais même pas. On est encore une fois devant un de ces Disney récents sans vrai méchant, et ça commence à manquer. Le dernier méchant réussi d'un classique Disney, c'était qui? Docteur Facilier sûrement? Ça va faire 15 ans les gars. Ce manque de vilain rend le film assez lisse, et faible au niveau de ses enjeux, alors que de base, ils partent pour sauver le monde. C'est quand même ironique. Mais je peux pas nier avoir été par moments emballé par la proposition, et ce Strange World, ou Avalonia, mérite pour moi un 12,5 sur 20. Si vous voulez un autre avis un peu plus détaillé et moins enthousiaste que le mien, je vous conseille vivement la vidéo du collègue du Puy Animé, une excellente chaîne dédiée à l'animation. Désolé pour le délai depuis la dernière vidéo, j'ai eu une fin d'année compliquée, mais là c'est bon, on est reparti. Dans quelques jours, vous aurez droit au premier cinépop imposé par un tipeur sur un film live Disney. Je vous rassure, ce sera pas un remake live, ce sera un film original live, à l'époque où ils en faisaient encore. Et dans 2 semaines, on reprend les cinépops sur les classiques Disney avec, enfin, Pocahontas. Allez, bonne année à tous et à très très vite. Ciao!